Je commence par une affirmation. Je dirais que la question écologique, aujourd'hui, est une évidence empirique. Une question qui est décrite par la science, qui relève des scientifiques, et non pas des philosophes que je suis, de discuter dans quelle mesure la situation est grave et ce que nous devrions faire pour la changer, si nous le pouvons. Je ne discute pas ça. Naturellement, je ne suis pas scientifique. Je pars du principe que c'est un débat et je ne me mêle pas à ces débats scientifiques. Ce qui m'inquiète, et c'est ce que je vais essayer de développer un peu aujourd'hui, c'est que la question écologique d'aujourd'hui, comme il y a pu y avoir autrefois une question tchèque, une question d'Orient, donc quelque chose qui remplit l'espace et qui mérite tout sauf notre indifférence, cette question est en train aujourd'hui de dépasser le stade du bon sens et de la science rationnelle et raisonnable, parce qu'il y a les deux quand même dans la science, pour devenir une espèce de pseudo-religion, autrement dit une espèce de délire, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner. Et je trouve que c'est inquiétant. Voilà. Car, pourquoi c'est inquiétant ? Non pas seulement parce que ce genre de délire est toujours inquiétant, on ne sait jamais où ça nous mène, vous savez, ça dépasse le stade de tout ce qu'on peut imaginer, mais surtout parce que cette transmutation, et j'appelle ça une transmutation, corrompt la question et la déshonore, en empêchant qu'on lui réponde, ou même en empêchant qu'on la pose convenablement. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que la question dont nous parlons, la question écologique, est plus que sérieuse, elle est vitale. Et à ce titre, parce qu'elle est sérieuse et parce qu'elle est vitale, elle mérite d'être posée avec pondération, j'allais même dire avec austérité, comme toutes les questions qui engagent l'existence. Alors, je commence en disant que la question écologique est largement dirigée par les passions. Naturellement, ça tient au fait qu'aujourd'hui, toute question passe par les réseaux. Et naturellement, les réseaux transforment tout en émotion et en passion. Parce que les réseaux, en fait, c'est le café du commerce, à l'échelon général et international. Dans le café du commerce, il y a beaucoup d'émotions. Ce qu'il y a, c'est que dans le café du commerce de village, tel qu'on l'a tous connu ou qu'on le connaît tous, il y a en même temps le bon sens qui s'exprime. Et sur les réseaux, on a l'impression que le bon sens est un peu évincé. Il n'y a rien de tel que les ignorants, des gens ignorants, pour opérer des réductions dangereuses. Et dans cette question écologique, comme dans bien d'autres questions, nous sommes presque tous des ignorants. Enfin, personnellement, j'ai le sentiment d'être ignorante, en tout cas. La meilleure réponse serait donc de se taire. Mais justement, la raison d'être des réseaux, c'est de parler de tout. D'où le problème. La grande tentation des gens compétents, qui possèdent des connaissances, et des politiques qui ont les moyens d'agir là où il faut, c'est d'utiliser les émotions et les passions qui se déploient dans les réseaux, de les canaliser, de les amplifier et de les brandir. Et ça, c'est une tentation dont on devrait d'ailleurs se défaire. Et aujourd'hui, la principale passion exploitée, c'est celle de la peur. On se trouve devant un cas d'ailleurs intéressant et nouveau, je voudrais juste en dire un mot. Jusqu'à il y a peu de temps, je dirais jusqu'au tournant du siècle, la peur était considérée par la planète pensante, par les élites, comme une émotion délétère. Et même jusqu'à les élites qui n'ont peut-être pas énormément de culture, mais qui ont une culture de Sciences Po, c'est-à-dire qui ont lu 150 que sais-je, ils appelaient la peur une passion triste, parce qu'ils étaient allés jusqu'au que sais-je sur Spinoza. Et Spinoza parlait des passions tristes, dont la peur. La peur était donc réservée aux trouillards sociaux, ce que j'appelle les trouillards sociaux, par exemple les gens qui ont peur de l'immigration, les nostalgiques identitaires, donc les réactionnaires. C'était les réactionnaires qui avaient peur. Il ne faut pas oublier que la peur était la passion même qui a fait le nazisme. C'est vrai, ça. Ça, c'est une vérité historique. Mais depuis que Hans Jonas
a théorisé le concept chic de heuristique de la peur. Je dis que c'est un concept chic parce qu'il est passé d'abord dans la planète chic, à propos de l'écologie. Et surtout, depuis que cette idée raffinée d'heuristique de la peur s'est répandue dans le monde intellectuel, alors tout a changé. La peur a cessé d'être, enfin, en tout cas en ce qui concerne l'écologie, a cessé d'être cette passion triste de Spinoza. Elle est devenue l'heuristique de la peur de Ancionas. En tout cas, à condition que ça soit la peur pour la nature et pas la peur pour la culture. Parce que quand il s'agit d'une peur pour la culture, c'est toujours une passion triste. Mais quand il s'agit d'une peur pour la nature, c'est l'heuristique de la peur, c'est une belle passion, une passion glorieuse, supérieure, sur laquelle on peut fonder un marketing. La question écologique, par elle-même, est difficile à faire admettre par le public. Pourquoi ? Parce qu'elle met en cause le confort et les habitudes. C'est vrai que ce n'est pas très pratique d'être obligé de trier sa poubelle en 4 parties ou en 3 parties, plutôt que de tout jeter indistinctement dans la même caisse. Et puis, les solutions, si encore on les connaît, mais on en connaît quand même quelques-unes, sont très difficiles à mettre en œuvre. Elles coûtent cher, il faut faire des efforts considérables. Et toujours en vue du long terme, c'est-à-dire des efforts qu'on ne voit pas tout de suite. Et naturellement, dont on ne sait pas, on n'est pas absolument sûr qu'ils seront vraiment efficaces. Il faut avoir confiance dans les scientifiques qui nous parlent. Or, c'est toujours difficile d'avoir confiance, surtout qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, c'est compliqué. Autrement dit, il faut abandonner une partie de son confort sur la foi d'une parole scientifique, politique. C'est pourquoi l'écologie se décourage bien souvent de la démocratie. On en avait parlé d'ailleurs avec Bertrand plusieurs fois. La démocratie ne travaille qu'à court terme, forcément. On est élu 4 ans, on est élu 5 ans, on est élu 6 ans, 2 fois, pas plus. Bon. On travaille qu'à court terme. L'individu moderne, postmoderne plutôt, ne travaille qu'à court terme, ne pense qu'à court terme. Et donc, l'écologie penche parfois, souvent, vers des pouvoirs autoritaires. On se souvient que Ancionas, dans son principe responsabilité, qui est déjà ancien, a plusieurs pages qui s'intitulent, je cite, « L'avantage d'un pouvoir de gouverner total », où, à l'époque, il vante le pouvoir communiste. À l'époque, le pouvoir total, c'est le pouvoir communiste. C'est page 199 et suivantes dans la publication du CERF. Je vous le dis parce qu'une fois, j'avais eu l'audace d'écrire ça dans un article, je crois, dans le Figaro, et j'ai reçu une lettre absolument folle furieuse de mon ami De Witt, spécialiste de Jonas qui habite Berlin. Il me dit, comment vous n'avez pas le droit de dire ça sur Jonas? C'est juste ce que Jonas écrit. Et il était furieux parce que j'avais relevé ça. Jonas, je suis désolé, défend le pouvoir stalinien en disant c'est un pouvoir de type stalinien qui pourra nous permettre d'instaurer une véritable écologie. Bon. J'ai lu depuis que, mais ça vous connaissez sûrement ça mieux que moi, que monsieur Jancovici, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, affirme qu'un système de type chinois serait, je cite, un bon compromis. Super, super. Alors, faute de vouloir en arriver à de tels excès, le seul moyen de convaincre nos concitoyens de faire les gestes utiles et contraignants est d'aviver la peur. Alors que la crainte pour le climat est étayée par une science, et ça je le dis depuis le début de cet exposé et je le redis ici, établissant des vérités certaines et donc universelles qui décrivent le réchauffement terrestre, eh bien la peur collective déborde cette science, l'hystérise et la déforme. Et c'est justement ça le problème, je suppose, dont on va parler aujourd'hui. À ce stade, il arrive que la peur devienne un but elle-même. Et évidemment, ça rend difficile les bonnes décisions, forcément. Il est presque impossible de réfléchir sereinement face à ces questions. Et les gouvernements se voient imposer par la rue, je dis bien par la rue, des décisions qui sont livrées aux rumeurs, aux données obsolètes ou fausses, aux projections hasardeuses, aux thèses loufoques et aux prévisions apocalyptiques. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez ça autant que moi. Les campagnes choc contre les pesticides, la psychose, les théories saugrenues qui sont entretenues par les médias, les expériences douteuses, sinon truquées. Autrement dit, l'alarmisme
l'alarmisme se porte bien, il attire les médias comme un aimant. C'est ça qui est regrettable. On pourrait citer beaucoup d'exemples, je n'en donne que 2. Dans le village de montagne où j'ai l'habitude de passer mes vacances, il y a un petit musée d'altitude à 1800 mètres dans un endroit qu'on appelle le pré de Madame Carle, juste au pied des glaciers. Et ils ont installé, il y a quelques années, un petit musée magnifique avec des cartes en relief, un certain nombre de cartes en relief où on voit le glacier à différentes époques. Quand le musée s'est installé, j'y vais très souvent parce que j'amène tous les amis qui passent, c'est formidable, il y avait une carte en relief montrant l'Empire romain, où la vallée était entièrement verte. Il n'y avait pas un seul glacier. Ensuite, on voyait le site en l'an 500, en l'an 800, en l'an 1000, on voyait les glaciers qui se formaient. Et puis après, on voyait dans les 2 derniers siècles, et surtout récemment, les glaciers qui fondaient. Très bien, très intéressant. Et puis au bout de 3 mois, mais pas plus de 3 mois, je suis retournée et j'ai vu que la carte de l'Empire romain avait été retirée et elle avait été placée à la fin. On avait retiré Empire romain, le petit papier en bas. On l'avait mis à la fin en mettant à la place les glaciers bientôt. Alors, moi, je suis allée voir les responsables. Je leur ai dit, écoutez, mais c'est quand même incroyable. Ah, mais oui, mais madame, c'est vrai. Ah, ben oui, mais c'est probablement vrai. Mais enfin, les gens vont savoir. Mais non, ils vont pas savoir, ils vont croire. Ils vont croire que les glaciers ont toujours existé. C'est quand même intéressant de savoir que les glaciers n'existent que depuis si peu de temps. Alors bien sûr, c'était un problème pour eux parce que ça relativise dans l'idée des gens. Bon, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais enfin, c'est ce que j'appelle un trucage. Vous voyez ? Bon. Je vous donne cet exemple, mais bon, on pourrait évidemment en citer d'autres. Par exemple, regardez à quel point les médias, Michael vous le dira, la plupart des journalistes sont persuadés que les 3/4 des migrations actuelles dans le monde sont des migrations climatiques. Bien sûr que non. Le GIEC lui-même vous dit qu'il ne s'agit pas encore, ou très très peu, de façon infinitésimale, de migration climatique. Ça ne veut pas dire que dans 50 ans, il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, non. Enfin, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Mais la plupart des journalistes sont persuadés que voilà, les gens qui migrent, c'est presque toujours pour des raisons climatiques. Enfin, attendez. Donc, si vous voulez, au lieu de prendre les mesures que leur dicterait la réflexion scientifique, le bon sens, l'intérêt pour le long terme, les gouvernements s'empressent d'obéir aux agitateurs qui gesticulent sous les bannières de l'émotion et du court terme. D'où des erreurs graves qui finissent trop souvent par ajouter des problèmes aux problèmes. Le citoyen qui est ignorant de ces questions, comme moi, mais qui veut être raisonnable, parce que nous avons tous envie d'être raisonnables, ne sait plus du tout à quel sein se vouer. Parce qu'il se rend compte qu'on lui ment, mais du coup, il ne sait plus à quel moment on lui ment ou on ne lui ment pas. Et il voit bien que tout ce qui ne va pas dans le sens de l'agitation médiatique est exclu du débat. Par exemple, est-ce que les éoliennes et est-ce que les voitures électriques sont des solutions ? Personnellement, je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que j'en sais rien ? Parce que je vois que ceux qui les mettent en cause sont immédiatement placardisés. Donc je me dis, c'est bizarre, c'est louche. Voilà. Pourquoi ? C'est parce que l'écologie a pris des formes religieuses. Et c'est très grave, parce que si on était tout simplement scientifique partout, si on m'avait mis ma carte de l'Empire romain normalement, eh bien, le jour où on me dit les éoliennes c'est bien, je dirais, ok, les éoliennes c'est bien, moi je vous crois, j'y connais rien. Bon. Mais comme je vois qu'on me cache la carte de l'Empire romain, je me dis les éoliennes, c'est peut-être encore un truc qu'on me cache. Vous comprenez ? Bon, voilà le problème. Autrement dit, l'affolement fait sortir de la science. Et finalement, la pensée post-scientifique, parce que là nous sommes devant une pensée post-scientifique, ressemble à la pensée pré-scientifique que décrivait Bachelard dans son célèbre livre, que je vous encourage vivement à relire, parce que c'est extraordinaire, c'est tout à fait la période actuelle. Tous les chapitres de Bachelard rappellent par exemple Lovelock quand il dit que la Terre a la fièvre, exactement comme le magicien qui autrefois attribuait une digestion aux métaux, parce qu'on trouve ça dans le livre de Bachelard. Quatrième de la couverture de Gaïa,
je cite, « Si cet ouvrage se bornait à répéter les arguments et les contre-arguments habituels, vous auriez raison, il serait superflu. Mais il est différent des autres, car je m'exprime en qualité de médecin dont la patiente, la terre vivante, avec un grand T, est atteinte de fièvre, sa santé décline et devrait être, selon moi, notre principale préoccupation, notre vie même en dépend. » Donc là, nous sommes absolument dans le chapitre de Bachelard sur la digestion des métaux. D'ailleurs, les ouvrages de Lovelock racontent les aventures de Gaïa exactement comme s'il s'agissait d'une héroïne de roman. Hommage à Gaïa, la revanche de Gaïa, etc. Nous sommes dans... vous savez, Martine à la mer, Martine à la montagne, machin. Naturellement, le lecteur n'est pas fou, n'est pas idiot, il comprend bien le symbolisme. Bien sûr qu'il y a du symbolisme. Et on peut dire que ce procédé permet d'être explicite, de mieux se faire comprendre à travers une histoire haletante ou dans une atmosphère de roman policier. Gaïa tente en vain d'échapper à ses poursuivants. Mais ce n'est pas comme ça que la science raisonne. La science, c'est pas ça. Elle ne parvient à des résultats que si elle demeure sèche, je dirais même revêche, dépouillée de tout attrait romanesque, de tout attrait fleuri. Ces déductions ne valent qu'au prix de cette austérité. Je le rappelle parce qu'on ne le rappelle jamais assez. Le mélange de genres ne sied pas à la science. Il faut arrêter ça. L'écologie politique prend la forme d'une idéologie décroissante, hantée par un sentiment de perte. Alors, je sais bien que dans notre civilisation, nous connaissons la perte. Nous avons une très longue habitude de la perte depuis la perte du paradis, vous savez. Mais quand même, c'est très embêtant d'avoir une écologie politique qui, en permanence, nous rappelle la perte de sens, la perte de projet, la perte d'avenir dont nous sommes actuellement complètement nourris et qui forme finalement un pressentiment d'apocalypse. La volonté d'affirmer la catastrophe est une sortie de la science. Parce que la science n'affirme pas la catastrophe. Elle peut montrer des présupposés, mais elle ne peut pas affirmer la catastrophe ni la prévoir. Alors, bien entendu, cette situation apporte des arguments aux sceptiques, encore une fois. Parce que si l'écologie est une forme religieuse, personne ne peut nous forcer à y croire, n'est-ce pas ? La peur de la catastrophe climatique a fini par ressembler donc à une forme de croyance, avec ses prophéties, ses prières, ses grands prêtres et ses inquisitions. Pendant la pandémie de la Covid-19, vous vous souvenez bien, il circulait un certain nombre d'histoires sur les réseaux, et il y en avait qui mettaient en scène la Terre-Mère, avec un grand T et un grand M, qui envoie le petit virus, à la fois pour avertir et pour punir les humains. Je suppose que vous vous souvenez tous de cette transposition de la punition et avertissement céleste des années de peste, des anciennes années de peste, dont on a pu lire toutes les histoires, de multiples romans et histoires qu'on a pu lire pendant cette période. Quiconque met en cause la catastrophe climatique est aussitôt vilipendé, taxé d'extrémiste, voire interdit de parole. Mais une science n'agit pas ainsi. Une science ne manie pas l'anathème, ne manie pas l'exorcisme. Elle s'avance souverainement. Elle laisse les ignorants sur son passage. Celui qui dit que 2 et 2 font 5, bon d'accord, il a le droit de le dire, mais la science ne va pas s'acharner avec des manières inquisitoriales contre ce type qui dit 2 et 2 font 5 ou contre les platistes. La science est sereine. Elle est austère, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est revêche, certes, mais elle est sereine aussi. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle ne devrait pas refuser de débattre avec l'argument inverse. Donc, la façon dont la science climatique se comporte ainsi en religion, en raison de la passion qui la déforme, est très dommageable pour elle. C'est là où j'insiste. L'opinion publique peut avoir tendance à voir là une expression religieuse davantage qu'une expression scientifique. Et dès lors, c'est la science qui en pâtit. Elle n'est pas prise au sérieux parce qu'elle est enveloppée d'arguments et d'imprécations religieuses. Ceci nous vient en grande partie, d'ailleurs, de toutes les thèses de Gunther Anders, qui est véritablement un précurseur
Mais enfin, bon, je ne vais pas développer ça. Vous vous souvenez sans doute que Hannah Arendt et Günther Anders s'étaient mariés quand ils sont arrivés en France fuyant le nazisme et qu'ils se sont installés juste à côté d'ici. Hannah Arendt allait faire ses courses rue de Seine, donc vous voyez, c'est vraiment tout près. Arendt écrivait sur l'amour du monde et Anders écrivait sur la haine du monde. Hein. Super comme couple. Ouais, ça n'a pas tenu longtemps forcément. Hein. Anders était un catastrophiste, le premier vrai catastrophiste. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de lire ces textes. Ils sont formidables parce que c'est beaucoup de talent, hein, de très très grand talent. C'était un conservateur et il disait il faut conserver le monde absolument comme il est. Si vous regardez par exemple aujourd'hui les Islandais qui ont mis un petit panneau là où le glacier islandais Öksjökull, je ne sais pas prononcer, est en train de disparaître, c'est ça, conserver le monde exactement tel qu'il est. À la fois l'amour du monde passé et la haine du monde qui vient. On pourrait évidemment gloser beaucoup là-dessus. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Est-ce que c'est la première fois en réalité qu'un problème réel, qu'une réalité, une véritable réalité, produit une utopie, une religion, une idéologie? Bien sûr que non. Ça se produit dans les époques d'effondrement des croyances anciennes, qui n'arrivent plus à répondre aux problèmes nouveaux ou à les insérer dans leur grille du monde. Au XIXe siècle, le christianisme commence à manquer de plausibilité. C'est pourquoi d'ailleurs on voit apparaître dans la deuxième moitié du XIXe toutes les histoires de table tournante, esprit es-tu là, machin. Bergson avait énormément fait tourner les tables, par exemple, au début du XXe siècle, parce qu'il y a un effondrement de la plausibilité du christianisme. Eh bien, au XIXe siècle, le christianisme qui manque de plausibilité va être remplacé par une espérance sociale d'égalité qui va produire tous les phénomènes socialistes, marxistes et autres, hein, qui ne sont que des imitations évangéliques, bien sûr très tordues, mais des espèces de soi-disant imitations. Donc le problème social du XIXe, qui est un vrai problème, va produire les socialismes et finalement le marxisme, qui est une mauvaise solution. Aujourd'hui, la fin des utopies sociales précédentes, marxistes donc, nous laisse orphelins, c'est une évidence, et le problème auquel nous sommes confrontés est celui du climat et du pillage et de la détérioration de la planète, qui est un vrai problème, autant que l'était le vrai problème social au XIXe siècle. Excès démesure de l'âge de la croissance et des utopies de la toute-puissance, etc. Il est donc logique qu'en l'absence de toute doctrine ou croyance forte et partagée, capable de répondre à cette question cruciale, eh bien que ce soit la question elle-même qui produit sa doctrine, comme la question sociale avait produit sa propre doctrine. Parce qu'avant, la question a émergé, la question du climat. Les croyances de l'époque l'ont intégrée à leur doctrine. Par exemple, chez Gustave Thibon, qui avait intégré à la doctrine chrétienne, à laquelle il croyait, toute la question écologique. Mais aujourd'hui, les croyances aux questions ont pratiquement disparu et même sont considérées comme responsables du désastre écologique lui-même. L'homme, seigneur et maître de la nature, etc. L'homme de Descartes, c'est un homme chrétien. En tout cas, on peut dire cela. C'est ainsi qu'une question empirique angoissante, privée de réponse, la question écologique, peut produire une religion fanatique pour trouver en elle sa solution. Alors, je terminerai pour expliquer mon titre. Georges Simmel, qui est un sociologue, très grand sociologue, pas assez connu à mes yeux, parlait d'un concept central dans toute société qui commande les formes de l'époque, à chaque époque. Et ce concept central, il l'appelait le roi clandestin. Pourquoi clandestin? Parce qu'il n'est pas souvent nommé, ou même en général jamais nommé, mais il gouverne tout. Il s'agit des formes que la vie de l'esprit crée à chaque époque pour essayer de répondre aux énigmes de l'existence qui sont toujours les mêmes. Où est le bien? Pourquoi dois-je mourir? Toutes sortes de choses comme ça. Dans la Grèce classique, le roi clandestin, c'était l'être avec un grand E. Au Moyen-Âge, c'était Dieu. À la Renaissance, c'était la nature, avec un petit n. L'évolution de l'histoire des interrogations sur l'existence suscite le remplacement de ces formes.
Aujourd'hui, l'importance de la question écologique, au moment où les croyances précédentes se sont effacées, produit un nouveau roi clandestin. La planète est sacralisée en tant que telle, quitte d'ailleurs à évincer les humains. On a fait l'autre jour un colloque sur la dénatalité volontaire, où nous avons eu un topo sur est-ce qu'il faut vraiment faire des enfants, est-ce que ça ne serait pas bon pour la planète de ne plus en faire du tout. C'est une forme de panthéisme. Je dis bien une forme, parce que je ne vais pas dire c'est du panthéisme, parce que ça serait peut-être excessif. C'est une forme inédite. Chaque époque crée ses formes inédites, heureusement, qui correspond à la mondialisation postmoderne et qui répond à la question écologique de façon à la fois excessive, décalée et dangereuse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je conclurai là-dessus, on ne répondra pas à une vraie question empirique, rationnelle, en faisant jouer les croyances irrationnelles et les tours de magie. Donc, je crois que l'écologie devrait se démarquer avec énergie de sa religion si elle veut vraiment non seulement être prise au sérieux, mais réussir dans ses projets. Je vous remercie. Ça marche. Bon, à chaque fois, il y aura un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, gardez le micro, Chantal. Donc, est-ce que, par rapport à cette intervention de Chantal, il y a des questions ? Des remarques ? Bonjour, merci pour cet exposé brillant comme d'habitude. Maintenant, j'ai quand même deux questions rapides. Premièrement, vous passez en fondu enchaîné du climat à l'écologie. Et ça me gêne un peu. Deuxièmement, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'écologie. Est-ce que c'est sauver la planète ? Est-ce que c'est maintenir la qualité et la santé de l'homme sur la Terre, etc. Donc, je pense qu'on parle d'écologie, mais qu'est-ce que c'est que l'écologie ? Voilà, deux questions. Pourquoi faire un fondu enchaîné climat, écologie, et qu'est-ce que c'est finalement fondamentalement l'objectif de l'écologie ou l'écologie elle-même. Merci. Les deux questions que vous posez, monsieur, ce sont les intervenants ensuite qui vont y répondre, parce que moi je ne suis pas capable de répondre comme il faut à ce genre de questions. Je n'ai cessé de dire au cours de cette petite introduction que je ne suis pas véritablement compétente là-dedans, même si, bon, je pourrais effectivement répondre à propos du climat et de l'écologie, mais d'autres ici le feront beaucoup mieux que moi. C'est évident que... Et qu'est-ce que c'est que l'écologie ? Moi, j'aurais tendance plutôt à parler d'environnement, plutôt qu'à sacraliser la planète, parce que c'est ma manière de voir, mais évidemment on peut discuter autour de ça. Ce sont des questions, à mon avis, rationnelles, scientifiques et techniques qu'il faut laisser à des spécialistes, je pense. Mais moi je suis prête à les entendre, à les écouter. Je ne sais pas exactement... jusqu'où il faut protéger la planète, entre guillemets, au détriment des humains, parce que certains m'ont dit juste avant qu'effectivement, les humains avaient besoin de pouvoir, entre guillemets, détériorer un peu la planète pour vivre, dans certains cas. Bon, jusqu'où faut-il aller ? Bon, moi, je suis prête à entendre les scientifiques là-dessus, mais je suis prête à les croire, à condition que, qu'ils fassent la sourde oreille à toutes ces sottises qui se trament autour. Oui, merci. Vous avez cité à plusieurs reprises, évidemment, des penseurs du système occidental. Est-ce que la religion écologique n'est pas propre quand même à l'Occident, aux États-Unis, à l'Europe ? Et est-ce qu'en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays, même si le GIEC a un champ d'expansion à une intervention internationale, est-ce que le fait que l'écologie soit désormais une religion n'est pas plus propre aux Européens et aux Américains qu'aux autres populations, notamment l'Asie et l'Afrique ? C'est propre aux populations développées. Et d'ailleurs, c'est quand même nous qui créons le problème justement à cause de notre développement. Donc c'est assez logique que ce soit nous qui nous saisissions du problème, non ?
c'est quand même nous qui détériorons le plus, qui pompons le plus. Non, non, c'est pas vrai. Eh ben, voyez, je vous écoute. Alors, voilà, dans ce cas, je ne savais pas. Dans ce cas, encore une fois, j'ai trop entendu ce qu'on me raconte autour en me disant que... Vous voyez. Nouvelle question. Je suis désolé. Oui, écoutez, merci pour votre exposé que je partage à 100%. Je me pose la question quand même, l'écologie, ontologiquement, elle est née de la physiologie. Elle est née de l'idée qu'il y avait des rapports entre les espèces vivantes et leur environnement. Et à l'époque, au XIXe siècle, c'était la physiologie qui était la science dominante, et on voulait faire de la physiologie sur le terrain. Et Haeckel, qui a créé le terme écologie, était finalement un physiologiste, un embryologiste, un organiciste au sens du terme. Ensuite, elle a dérivé. Elle a dérivé parce qu'on a voulu en faire une science des relations de l'homme à la nature. C'est-à-dire on l'a réintroduit dans la métaphysique, hein, en gros, pour schématiser. Or, cette relation de l'homme à la nature, elle n'est pas scientifique. Elle n'est pas scientifique au sens strict du terme, c'est-à-dire la science sèche dont vous parlez, hein, c'est-à-dire qui ne raisonne que selon des principes déontologiques, de rigueur, etc. En réalité, la relation de l'homme à la nature, elle n'est pas que scientifique, elle est forcément humaine, avec des aspects éthiques, esthétiques, émotionnels, etc. Et donc c'est ça qui crée finalement une différenciation forte à l'heure actuelle, c'est que ce n'est plus la science, c'est de la relation à la nature. Et la relation à la nature, elle n'est plus scientifique, au sens strict du terme. Je veux dire, elle est aussi science sociale. C'est ce que j'essaie de développer en disant que ce sont les géographes qui, au XIXe siècle, avaient parlé de mésologie. Mésologie, c'est l'étude des milieux. Et les milieux, c'est la relation de l'homme au milieu. Ce n'est pas la relation des espèces au milieu, c'est la relation de l'homme au milieu. Donc à l'heure actuelle, on est confronté à ce foutoir. Je veux dire qu'on mélange tout. Hein, on mélange une science. Vous avez des scientifiques militants. Et ça, il faut quand même le dire aussi. Vous avez des scientifiques militants. C'est grave quand même sur le plan scientifique d'en arriver là. Hein. Et on mélange une science qui a pour origine finalement la connaissance physiologique des relations des espèces à leur environnement, à une science des relations de l'homme à l'environnement qui n'est plus du tout l'idée préalable de l'écologie. Ça, je veux dire, la phylogénie de l'écologie, c'est tout à fait intéressant, mais elle a complètement évolué, changé. On en a fait une écologie mécaniste, on en a fait une écologie organiciste, on en a fait une écologie chimique. Je veux dire, tout ça, c'est très divers. Enfin, je vais m'arrêter là parce que... Oui, non, mais je comprends, monsieur. Il est vrai, une partie de l'écologie fait partie des sciences humaines, c'est de la sociologie, en fait, dont vous parlez. Mais il y a quand même un certain nombre de points qui sont parfaitement scientifiques. Moi, j'aimerais bien avoir un véritable scientifique qui m'explique, économiste et autres, ou autres, qui m'expliquent, qui me disent si la voiture électrique, c'est vraiment une bonne affaire ou pas, quels sont les avantages et les inconvénients. Mais je n'entends que des louanges glorifiant la voiture électrique et disant que... Vous voyez donc ça, c'est scientifique quand même, c'est pas sociologique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Voilà. Si vous pouvez vous présenter peut-être en prenant la parole, tu voulais... Voilà. S'il vous plaît, les questions assez courtes. Bonjour, Philippe Charlès, Institut Sapiens. Vous avez dit que la question induisait la doctrine, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que les problèmes sociaux du 19e avaient induit le marxisme et que le climat et les problèmes environnementaux induisaient l'écologie politique. J'en ai une lecture un petit peu différente parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, je lis un peu le climat comme étant instrumentalisé pour justement remettre le marxisme au goût du jour. Et je trouve que l'écologie politique est une forme de marxisme. Autant le marxisme était productiviste, autant l'écologie politique est une forme de marxisme aproductiviste avec comme but ultime toujours l'égalitarisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que nous avons des traces, des traînées de marxisme dans nos sociétés. C'est pas vraiment, ce sont des traînées héréditaires de marxisme, c'est-à-dire la question de la domination qui se trouverait à tous les étages depuis le début et
Ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. C'est une traînée de marxisme à propos de la domination. Mais ça n'empêche que vous avez quand même du panthéisme à côté. On peut avoir les deux. Vous avez raison. Il y a dans l'écologie politique d'aujourd'hui aussi des formes de marxisme, c'est vrai. Mais je pense qu'au fond du fond, c'est une religion à forme panthéiste. Quand je vois les gens qui embrassent les arbres, vous voyez. Mais enfin, il y a les deux, je suis d'accord. Alors, avant-dernière question. Merci. Vous avez mis en exergue le caractère apocalyptique de ce récit écologiste. Et est-ce que par l'histoire, il y a déjà eu d'autres, bien sûr, récits apocalyptiques, mais qu'est-ce qu'on a pu apprendre? Qu'est-ce que l'histoire nous dit de comment aujourd'hui on pourrait déjouer? Il y a eu beaucoup de périodes apocalyptiques dans notre histoire, mais notre histoire est une histoire chrétienne. Donc pour nous, l'apocalypse, c'est quelque chose de chrétien. Il y a eu par exemple la grande peur de l'an 1000. Il y a eu des peurs apocalyptiques. Les gens du 4e, 5e siècle pensaient bien souvent que le monde allait durer encore 200 ans, pas plus. Et c'était l'apocalypse de Jean. Vous voyez. Avant, il y avait des apocalypses régulières puisque le monde était cyclique. Tandis qu'à partir du moment où nous sommes dans un temps linéaire, vous avez toujours des craintes d'apocalypse périodiques, mais c'est un autre type d'apocalypse que celui du temps cyclique. Mais maintenant que nous ne sommes plus dans une période chrétienne, nous avons une crainte d'apocalypse qui est écologique. Mais c'est une reprise. C'est une reprise, mais à mon avis, c'est plutôt un retour vers le temps cyclique, je pense. La même question. Alors, il y en a encore. Bonjour, José David. Juste une remarque sur l'écologie. Le premier livre d'écologie que j'ai lu, c'était en 1964. C'était une traduction d'un bouquin américain où j'expliquais que l'écologie, c'est l'étude de l'équilibre dans un milieu donné des différentes espèces qui y vivent. Et il y avait un chapitre 14 qui disait que peut-être l'homme modifiait son milieu. Voilà quel était l'état de l'écologie en 1964. Ça a effectivement beaucoup changé. Merci pour cette précision, monsieur. On a le temps encore pour un échange, une remarque. Gilles Nassy, de l'Institut du Porc, PORC, dans l'élevage. Alors, la question de monsieur me fait penser à une histoire qui m'est arrivée aussi. Quand j'étais étudiant, dans les années 82-83, mon prof de biologie et de sciences naturelles nous disait que remettre du carbone dans l'atmosphère permettait de régénérer évidemment le carbone disponible pour la végétation. Et que c'était finalement le facteur limitant de la croissance végétale. Donc c'était plutôt perçu comme favorable. Allez, une dernière question. Bonjour, merci pour votre exposé. Vous m'avez paru inquiète sur le climat. Il faut vous dire qu'il n'y a que 6% dans l'atmosphère du dioxyde de carbone qui viennent des émissions anthropiques. Tout le reste vient des dégazages naturels auxquels nous ne pouvons rien. Mais je vous écoute. Par conséquent, toutes les mesures de décarbonation, de politique, de transition écologique, etc., sont délirantes. Et le rapport Draghi qui réclame 800 milliards d'euros par an en Europe, tout autant, 6% au maximum, 23 ppm, et ça se démonte par une règle de 3, pour ainsi dire. Merci pour cette remarque. Alors, je regarde encore une question, peut-être. Allez, Laurence. Merci. Délirante, je ne sais pas pour qui, parce qu'à qui profitent ces assertions? Il ne faut pas oublier la finance verte. C'est quand même là-dessus qu'il faut comprendre d'où ça vient, toutes ces peurs qui sont formulées, reformulées. Elles ne viennent pas du café du commerce, elles sont infusées au fur et à mesure. Et puis elles datent aussi des années 60, mais même de plus tôt que ça. Là, ça a pris effectivement une grande ampleur. Donc, c'est effectivement,
pas délirant pour les gens qui ont envie de croire que le CO2 est un polluant absolu. Voilà, c'était ma remarque. Eh bien, merci pour cette remarque. Merci Chantal.